Nous sommes avec Grégory Pouy, qui est l'auteur du podcast Vlan. Plus de 8 millions d'écoutes, c'est pas rien, quand même un gros succès. Auteur du livre Insoutenable Paradis et aussi analyste culturel. Alors, j'ai plein de questions sur le podcast, parce que tu es quand même un des premiers en France qui a eu un succès aussi marquant. Tu as des sujets qui sont hyper variés. Comment tu as commencé, en fait? C'était quoi l'idée de départ et pourquoi le podcast et pas un autre média? Alors, l'idée de départ, c'était un podcast de marketing. En fait, je rentrais de New York. Et à New York, ça marchait bien, les podcasts. Moi, j'avais eu un blog, je ne l'ai plus maintenant, pendant 15 ans. Et il perdait un peu de son élan, aussi parce que je n'étais plus à Paris. Et donc, je me suis dit, il faut que je me réinvente. Donc, j'ai décidé d'aller dans les podcasts. Les podcasts, pourquoi? Parce que je ne me mets pas en vidéo. Et en fait, de manière assez basique, je me suis dit, c'est nécessaire de toujours claquer la porte au bullshit dans le marketing. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Vlan. Et l'idée, c'était aussi d'avoir des conversations franches avec des gens qui avaient des positions importantes dans des entreprises. Et du coup, mais en fait, tu viens de dire que tu avais un blog à l'époque, tu avais un blog en France. Donc, tu étais quand même assez précurseur déjà sur ce niveau. Tu es toujours un peu en avance, j'ai l'impression. Alors, j'ai cette chance, effectivement, j'ai ouvert un blog en 2005. Donc, c'était au tout début de la vague des blogs. Et j'ai ouvert mon podcast en 2017, c'était au tout début de la nouvelle vague, parce qu'en fait, il y avait des podcasts avant, bien sûr. Tout début de la nouvelle vague, grosse vague des podcasts. Et puis, j'ai aussi cofondé une boîte dans la blockchain et dans la NFT en 2018. Donc, j'étais au tout début aussi de cette tendance-là. Ouais, j'ai eu cette chance d'arriver vraiment au tout début des tendances à chaque fois. Comment tu arrives, en fait, à... J'imagine que tu as une certaine intuition et une faculté de regarder tout ce qui est les signaux faibles, les voir, comment ça se passe. J'ai beaucoup de chance. La chance, ou c'est une curiosité que tu entretiens Ouais, je pense que c'est de la curiosité et puis c'est de regarder ce qui se passe. Mais vraiment principalement de la curiosité, c'est-à-dire que tu te dis, ah bah tiens, ça sort, j'ai envie d'observer, j'ai envie de voir de plus près. Et puis c'est aussi les opportunités, c'est-à-dire, en fait, je crois que il y avait Philippe Gabillet qui parlait à la conférence et il a cette vidéo sur la chance et il dit en fait avoir de la chance c'est une compétence parce qu'en fait c'est surtout de voir les opportunités et de les saisir. Et je crois qu'en fait en ça j'ai pas mal de chance parce que je sais bien voir les opportunités et les saisir. Voilà, après il y en a plein d'autres que j'ai pas saisi, attention. Mais aussi tu oses y aller en fait. Parce qu'en étant dans les premiers, il faut quand même une certaine prise de risque ou en tout cas avoir l'envie de tester. Ouais, plus ou moins. Je pense qu'il y a, en particulier quand tu es au début, en fait, le truc, c'est, je pense, il faut sortir de son ego et de se dire tout le monde regarde, ça intéresse. En fait, ça n'intéresse personne. Il n'y a que toi qui vois que tu échoues, en fait, en réalité, très majoritairement. Les gens, ils ont d'autres trucs à faire. Donc, quand tu te lances, c'est un peu artisanal. Moi, j'ai lancé avec des kits mains libres. C'était nul. En termes de prod et tout, c'était vraiment pourri. Et voilà. Et je me suis amélioré au fur et à mesure que ça devenait sérieux, tout simplement. Et du coup, en fait, tu t'es détaché de ce jugement, de dire « Ah, c'est pas assez bien, je suis pas assez prêt, c'est pas assez parfait ». Tu t'es dit « De toute façon, j'y vais et on s'adapte ». Ouais. Moi, je me considère pas comme un entrepreneur, mais je pense qu'il y a vraiment cet esprit entrepreneurial de dire « Il vaut mieux faire un truc imparfait » que rien faire du tout, qui serait potentiellement parfait si ça sortait un jour. Parce qu'en fait, à vouloir chercher la perfection, déjà t'attends, donc il y a d'autres gens qui font d'autres choses, et donc tu te compares, tu dis, ah ouais, mais je pourrais faire ci, mais je pourrais faire ça. Et du coup, tu ne te lances jamais, et il se passe jamais rien. Et je crois que, moi, dans mon état d'esprit, en tout cas, tu te lances, et oui, c'est imparfait, et c'est pas très grave. En fait, personne ne va t'en vouloir, parce qu'il n'y a que toi qui le sais que c'est imparfait, les autres vont s'en rendre compte sans doute, mais encore une fois, ils ont leur propre agenda, ils ont d'autres trucs à penser, donc c'est pas si important en réalité. Et d'ailleurs, tu penses aussi un peu comme ça dans ta programmation, tu vas au feeling, ta curiosité, t'es pas à tout stratégiser. Alors c'est vrai que mon podcast il est très particulier pour ça, c'est que en fait en général un podcast c'est un sujet unique. Ce qui était le cas à l'origine de Vlan, parce que c'était le marketing et la com, et ce qui est plus du tout le cas parce que moi aujourd'hui je traite d'à peu près 9 sujets différents qui vont de la sexualité à la géopolitique. Donc c'est extrêmement large et effectivement moi ce que j'essaie de comprendre c'est comment la société bouge et permettre aux gens de vivre de manière plus sereine. Et pour vivre de manière plus sereine, je crois qu'il faut comprendre le monde dans lequel tu vis. Et en fait aujourd'hui pour moi ce podcast c'est un acte politique d'une certaine manière parce que ce que j'essaie de faire c'est de déconstruire pas mal d'idées reçues, que ce soit sur le patriarcat, que ce soit sur le rapport du post-colonialisme, que ce soit
une incompréhension ou un désintérêt pour les migrants, pour ce qui peut se passer en Asie, mais c'est aussi toucher les gens en parlant par exemple de la solitude ou de choses qu'ils ressentent au fond d'eux, parce qu'en fait il faut être sincère, je crois, et la période qui s'annonce, elle est difficile. C'est pas pour ça qu'il faut être pessimiste. Moi je reste quelqu'un d'extrêmement optimiste, je crois. Mais d'ailleurs avec ton bouquin. Ouais, complètement. Il est hyper positif, mais tu traites de quelque chose qui est quand même important, grave et assez urgent, tout en ayant quand même beaucoup d'optimisme. Ouais, optimisme, et il est nuancé. Les médias n'aiment pas trop, en général, les choses nuancées. Personne n'aime la nuance. La nuance, c'est compliqué. La nuance, c'est compliqué, et moi j'aime bien la nuance, parce que effectivement, je pense que la situation face à laquelle on est, qui est quand même assez inédite pour l'espèce humaine en réalité, ça pousse à l'humilité, parce qu'en fait personne ne comprend et personne ne maîtrise. Et personne n'a de bonne réponse. En vrai, on ne sait rien. Il y a trop d'interdépendance. C'est extrêmement compliqué. Ça serait plus honnête de dire je me sens perdu que j'ai tout compris, sincèrement. Et du coup, tu nous aides à travers tes épisodes à comprendre un peu plus et à aller poser des bonnes questions, rajouter des questions à la liste. Ouais, en fait, je pense que c'est un point extrêmement important de savoir poser des bonnes questions, de se reposer les bonnes questions. Par exemple, si on prend le cas des migrants, j'en parlais juste à l'instant, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre que c'est nos modes de vie qui polluent dans des zones qui sont plus difficiles, qui génèrent de la migration, parce qu'en fait, en réalité, personne n'a envie de migrer. Donc en fait, les Français, si on parle de la France, ils ont beau jeu de dire qu'ils n'ont pas envie d'avoir de migrants, quand alors même que c'est leur consommation qui génère cette migration. Donc, je veux dire, et en fait, quand tu te poses même pas cette question-là, je veux dire, tu es complètement à côté de la plaque. Voilà, c'est ce genre de questions qui me semble. C'est un exemple, mais il y en a des pleins et c'est essentiel de se les poser, je crois. Nous sommes donc au sommet à Annecy et je voulais savoir, avec tout cet attrait et l'intérêt pour les podcasts, 2 questions. Comment quelqu'un qui souhaite se lancer peut le monétiser? Et deuxième question, avec l'attrait des entreprises pour aussi faire leur podcast, est-ce qu'il n'y a pas un risque en ce moment de greenwashing, social washing, total washing? Alors, première question, il ne faut pas lancer un podcast pour gagner de l'argent. Et en réalité, tu ne peux pas monétiser un podcast quand tu te lances. Parce que pour monétiser un podcast, il faut déjà avoir une audience. Ce qui prend du temps, en général, au moins 1 an ou 2, pour pouvoir créer une audience. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Je pense qu'il faut créer un podcast parce qu'il y a un sujet qui te passionne, sur lequel tu es curieux, curieuse, que tu as envie d'explorer. Et si ça marche, alors tu pourras le monétiser. Mais c'est pas dans l'autre sens. Ensuite, sur les entreprises, je pense qu'il y a un problème qui est les entreprises qui veulent aller dans le podcast parce que c'est la mode. Et c'est une autre chose, le greenwashing, le social washing. Je suis pas sûr que ce soit lié. Je pense que tu peux faire du greenwashing, du social washing, du tout washing n'importe où. Oui, c'est déjà facile à faire. Sur le web, dans des pubs. Enfin bref, il y a plein de manières de faire de raconter n'importe quoi. Mais je crois pas. Les podcasts peuvent être une caisse de résonance supplémentaire à ce washing, mais c'est pas le podcast qui crée le washing. Par contre, ce qui peut être problématique, c'est des marques qui pensent que le podcast c'est tellement cool qu'il faut absolument y aller et qui y vont sans l'intégrer dans leur stratégie de com globale. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faudrait, idéalement, c'est se poser la question de savoir, parmi tous les outils de com que j'ai, tout l'attirail, à quoi pourrait servir le podcast? Qu'est-ce qu'on ne traite pas bien, en fait, et qu'on a envie d'approfondir, qui ne soit pas directement lié au produit, qui ne soit pas directement lié à la marque, mais avec un peu de hauteur. Parce qu'en fait, c'est plutôt ça ce que tu vas travailler avec des podcasts, c'est vraiment plus de la préférence de marque. Et du coup, c'est souvent pas ce que font les marques. Et c'est là où le bas blesse beaucoup plus. Oui, parce que souvent, on voit cette espèce d'urgence d'être présent. Il faut être là, il faut être présent, il faut avoir son contenu. Mais pourquoi Ouais, exactement. C'est compliqué ça. C'est-à-dire que, en fait, c'est un nouveau shiny object. C'est-à-dire qu'en fait, les marques veulent absolument être sur le podcast parce qu'il faut être sur le podcast comme il fallait avoir une app, comme il fallait être sur Facebook, comme il fallait être sur Instagram, comme il va falloir à un moment donné être sur les métaverses. Bon, pour moi, c'est la plus mauvaise décision. En fait, il y a beaucoup d'argent gâché comme ça. Et je le vois d'ailleurs déjà dans les podcasts, il y a énormément d'argent gâché de cette manière. Parce qu'en fait, c'est jamais une bonne stratégie. Donc, on le fait avec passion, avec envie. Ouais, ou quand on est une marque avec un intérêt particulier pour un sujet spécifique qui correspond à une dimension de la marque qui n'est pas encore suffisamment nourrie.
Merci beaucoup pour tous ces conseils.